Christophe Vogel, bonjour. Bonjour. Nous sommes au lendemain d'un sommet des chefs d'État du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région qui vient de se tenir à Kampala, une initiative pour amener la paix dans l'est de la RDC signée en février 2013 à Addis Abeba. Certaines voix critiques parlent d'un énième mécanisme qui n'est pratiquement d'aucune utilité. Qu'en pensez-vous ? En effet, l'accord cadre, ça fait longtemps qu'il a été créé. Il s'agit d'un accord qui est quand même assez global, qui traite de nombreux sujets importants pour notamment ramener la paix et la stabilité dans la région. C'est un accord qui est sur papier pas mauvais parce que justement il est assez détaillé, il est assez compréhensif. Mais par contre, le souci avec cet accord se pose beaucoup plus sur le point de l'implémentation, parce que il y a de nombreuses provisions de cet accord qui n'ont par plusieurs parties prenantes qui n'ont pas été implémentées depuis 12 ans et de cela aussi, je pense, la source de critique auquel cet accord fait face. Mais concrètement, est-ce qu'il y a certains éléments qui étaient prévus qui ont été mis en œuvre ? Alors, il y a pas mal d'aspects qui ont été, disons, mis en œuvre de manière, je dirais, embryonnaire. Il y avait pas mal de pourparlers, notamment lorsque cet accord était encore frais et jeune, donc les premières années 2013, 14, 15. Mais on constate que il y a eu à la fois dû au fait qu'entre 2015 et 2021, nous avons quand même connu une période d'un calme relatif en ce qui concerne les relations ou les tensions des États de la région. Et c'est peut-être aussi cela, le manque d'urgence qui a fait que de nombreuses provisions de cet accord n'ont pas été poursuivies de la même manière. Et c'est aujourd'hui, les dernières années, que les tensions entre les États de la région ont augmenté, que cet accord revient sur la table, mais qui est accompagné aujourd'hui aussi de nombreuses autres initiatives de paix, ce qui peut créer une friction évidemment entre des processus qui ont lieu en parallèle. Lorsque l'accord cadre d'Addis Abeba est créé, on avait déjà une grande organisation régionale, la CIRGL, qui regroupe la RDC et tous ses 11 pays voisins, créés au début des années 2000 et qui visent pratiquement les mêmes objectifs. Est-ce qu'il y avait nécessité de créer un nouveau mécanisme ? Alors, d'un côté, évidemment, toute création d'un nouveau cadre de négociation ou de pourparlers risque toujours de mettre à mal ou de mettre à côté des processus qui existent déjà. Néanmoins, il faut faire la grande différence que la CIRGL, c'est une organisation régionale, comme vous l'avez dit, qui est constante. Donc, c'est comparable à l'EAC ou à la SADC ou encore à la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Donc, il ne s'agit pas d'un mécanisme ad hoc et spécifique tel que l'accord cadre. Et c'est ainsi que, en théorie, il y a possibilité justement que ces voies différentes coexistent et l'accord cadre justement va au-delà de la CIRGL, même si nombreux dossiers ou nombreuses tâches de la CIRGL se touchent avec ce qui prévoit l'accord cadre, mais l'accord cadre est aussi un accord qui implique non seulement les États concernés, mais aussi l'Union africaine et les Nations unies en fonction de garanteurs de cet accord. Alors, quel bilan pour la CIRGL, donc, après une vingtaine d'années d'existence ? Alors, la CIRGL a eu un bilan, je dirais, mitigé. D'un côté, il y a eu des avancées assez importantes sur certaines thématiques politique et de régulation entre les États membres, notamment dans le domaine de la gouvernance régionale des ressources naturelles, donc de leur exploitation et de leur commercialisation. De l'autre côté, en termes de sécurité, le bilan est un peu plus mitigé, ce qui est d'un côté aussi lié au fait que la CIRGL est une organisation régionale, ce qui fait aussi que justement cette organisation régionale se retrouve coincée entre d'autres organisations régionales qui en partie comprennent les mêmes États membres et qui existent déjà depuis plus longtemps avec
avec un soubassement institutionnel plus développé à travers le temps. Depuis des décennies, on constate que lorsqu'une initiative ne marche pas dans la recherche de la paix à l'est de la RDC, la réponse est apparemment de créer une autre initiative tout en gardant la première. Est-ce que tout cela ne conduit pas à une certaine confusion, à une certaine cacophonie? Oui, je pense surtout du point de vue des populations concernées, donc tout d'abord à l'est du Congo, mais aussi dans la région en sens plus large. Évidemment, l'image que cette pléthore d'initiatives et de tentatives qui se succèdent et qui d'ailleurs coexistent peut créer justement cette image de confusion. Il faut voir que si, par exemple, une initiative particulière n'aboutit pas ou finit par ne pas rendre des bons résultats dans un certain temps, évidemment, c'est assez logique qu'il y a automatiquement cette quête d'essayer de créer des nouveaux formats qui sont considérés plus prometteurs. Évidemment, dans ce cas-là, ça serait bien d'un côté de travailler davantage, de fusionner et harmoniser ces processus, ou de l'autre côté aussi formellement mettre fin à certaines initiatives pour permettre plus de place à des processus alternatifs et ainsi aussi de diminuer ce sentiment de confusion qui peut évidemment être créé parmi les populations et les gens lambda aussi qui lisent sur les différentes initiatives dans les journaux, qui écoutent la radio, etc. et qui un jour se demandent où nous en sommes en fait. Depuis la reprise de la guerre à l'est de la RDC en 2022, les initiatives de paix se succèdent, d'abord africaines avec le processus de Nairobi et celui de Luanda, puis ces deux processus ont fusionné, mais tout ça donne l'impression d'une machine qui est grippée. Est-ce le cas? Cela, encore une fois, dépend justement de la perspective de la lecture négative ou critique. C'est vrai justement qu'il y a une multiplication de processus qui cherchent plus ou moins tous à faire la même chose, c'est-à-dire de ramener la paix et la stabilité dans la région. La lecture positive, par contre, suggère que justement qu'il y a un vrai intérêt, un vrai engagement, ce qui amène de nombreux États, de nombreuses institutions régionales et internationales que chacune de leur côté essaye de trouver la bonne formule et de mettre en place le processus qui peut justement résoudre le problème. Donc là encore, ça dépend un peu de la perspective que chacune ou chacun veut prendre face à cette multiplicité d'initiatives. Depuis, deux nouveaux processus sont apparus avec Doha et Washington qui sont arrivés à instaurer un cessez-le-feu qui tient plus ou moins bien et qui semble plus prometteur. Comment l'expliquez-vous? C'est assez compliqué parce qu'évidemment, on ne sait pas tout de ce qui se parle derrière les coulisses. Ce qu'on sait, c'est que pour le cas de Doha, le Qatar a été derrière les coulisses assez impliqué. Aussi dans une optique de la politique étrangère qatari qui cherche depuis plusieurs années de se mettre en place sur la scène internationale comme un médiateur qui est recherché, qui est considéré fiable, etc. Et donc se positionner ainsi. Pour le cas des efforts américains, évidemment, c'est fortement lié à la reprise d'une politique étrangère plus active suite à la période électorale récente en États-Unis. Et donc, ça relève un peu de cette envie des États-Unis ou du nouveau gouvernement américain de trouver sa place et de revendiquer sa place en tant que puissance globale qui cherche à être impliquée à la fois en tant que médiateur, mais aussi de maintenir ses intérêts dans différentes parties du monde, y inclus la région des Grands Lacs. Est-ce que vous pensez que l'implication de la première puissance mondiale, avec Trump, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça peut être la bonne? Alors c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, le poids et la puissance américaine peut évidemment se traduire dans une force de rassembler les différentes parties au conflit actuel. De l'autre côté, il y a aussi certains observateurs, observatrices qui se demandent justement quels sont les intérêts stratégiques américains qui vont au-delà de cette volonté de juste essayer de contribuer à une voie pour la paix. Entre-temps, il y a une nouvelle donne qui vient d'apparaître à l'est de la RDC, l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que son entrée en jeu au grand jour est de nature à changer la nature du conflit auquel on assiste?
Alors évidemment, le président Kabila, qui était à la tête de la RDC pendant 17 ans, reste une figure de poids, un acteur très important sur la scène politique, non seulement en RDC, mais aussi à travers toute la région. Et c'est ainsi que son entrée dans le jeu visible et tangible, suite à quand même aussi plusieurs mois de rumeurs qui ont déjà un peu annoncé cela depuis, euh, peut être un élément qui réorganise certains processus et certains arrangements ou coalitions entre les autres acteurs. Par contre, en absence d'une déclaration sur place à Goma, on a vu qu'il s'est adressé il y a quelques jours, mais il n'est pas encore tout à fait clair à quel niveau cela va changer les différentes initiatives qui sont déjà en cours, ni non plus comment sera le positionnement final du président Kabila. Est-ce que son entrée en jeu congolise, entre guillemets, le conflit un peu plus qu'avant? Oui, à la surface, certainement, c'est un élément qui contribue à renforcer les dynamiques, disons, intra-congolais du conflit en cours. De l'autre côté, c'est probablement pas non plus l'arrivée de Joseph Kabila sur scène qui fait disparaître aussi toutes les questions et tous les dossiers régionaux qui restent quand même des points importants en vue de stabiliser la situation. Donc c'est un peu les deux, ça reste un peu ambivalent. Pensez-vous de ceux qui disent que son entrée en jeu est de nature à relancer les affrontements sur le terrain? Ça relève à ce stade-là peut-être plus d'une spéculation. Évidemment, c'est possible sous certaines conditions ou certains scénarios, mais c'est pas non plus un automatisme à mon sens. Ce qui est clair, c'est que la rentrée de Joseph Kabila sur la scène dans ce contexte-là de tension et de conflit est certainement aussi un signe d'un divorce entièrement consommé entre lui et l'actuel président Tshisekedi, qui avait pourtant commencé une alliance politique de courte durée à l'époque, en début 2019. Christophe Vogel, merci. Je vous remercie.